Le mois de mai est terminé, voici donc le bilan. Bonjour à tous, c'est Evelyne, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon bilan de ce mois de mai et donc évidemment du bilan du mois de la fantaisie avec comme thème Forêt enchantée. C'est donc un challenge qui a été créé par Piketty Bookin. Évidemment, je vous mets tout en barre d'infos pour que vous puissiez la retrouver sa vidéo d'information sur ce challenge, ce genre de choses. En vrai, je suis hyper contente parce que j'ai réussi à... Alors, j'ai pas toutes les sous-catégories, je les ai pas toutes remplies. J'ai pas non plus lu tous les livres de ma palle que je vous ai présentés au milieu du mois d'ailleurs. Je sais même pas, ça fait peut-être 2 semaines qu'elle est en ligne et on arrive déjà à la fin du mois, mais c'est pas grave. Donc non, j'ai pas du tout réussi à ce niveau-là, mais par contre, j'ai au moins une catégorie de validée, enfin une sous-catégorie de validée dans un thème, dans une catégorie. Donc ça, je suis plutôt contente de moi pour ça. Et surtout, je ne pensais pas, mais ce mois m'a fait tomber en fait dans une frénésie de lecture, une boulimie de lecture avec 3 premières lectures qui se sont relativement bien passées, parce que ces derniers mois, même depuis le début de l'année, relativement... Je lisais pas, en fait, quasiment pas. Le max que j'ai fait, je pense, ça doit être 12 livres dans un mois, ce qui est le minimum d'habitude à peu près. Et sinon, je pouvais lire 3-4 livres, enfin même pas un livre par semaine. Donc vraiment, j'étais au ralenti, c'était pas ma priorité ces derniers temps, la lecture, j'avais pas plus envie que ça. Et là, pour qui, pourquoi, j'ai eu des livres qui du coup m'ont plu, que j'ai bien aimé, que j'ai du coup entamé, commencé et lu relativement vite. Je suis désolée, il y a des poils qui volent un peu partout parce que Lily, juste avant que je ne commence à filmer cette vidéo, a absolument tenu à me faire un énorme câlin. Donc j'ai essayé d'enlever tout ce que je pouvais. Mais voilà, je suis encore pleine de poils forcément. Donc ce que je disais, c'est tout simplement que les 3 premières lectures se sont bien passées. C'était des bonnes lectures et je les ai lues assez vite mais sur un rythme quand même assez raisonnable. Et les 3 dernières lectures, j'ai fait... C'est une saga, hein, les 3 à la suite. J'ai fait relativement... J'ai fait un livre une journée. Un livre de 400 pages une journée. Je les ai bouffés, littéralement bouffés. Et je sais pas pourquoi, parce que en soi c'est un coup de cœur, parce que... Je vais vous le dire tout ça. Je vais vous dire pourquoi je pense que c'est un coup de cœur, mais en même temps... voilà, il y a ce petit côté qui fait que... Mais voilà, du coup j'ai eu ces lectures et en fait j'ai tellement aimé que le tome 4 n'est même pas encore sorti et du coup je me le suis procuré en e-book en anglais et j'en suis déjà à je crois 29% en quelques heures de lecture hier. Alors certes, genre, ce sera en français, j'aurais déjà terminé, mais on est quand même sur je crois 300 pages, genre un truc comme 267, donc beaucoup plus petit que ceux en français. Et j'ai quand même avancé vachement vite par rapport à ce que je ferais en temps normal en anglais. Donc bon, je vais vous dire tout ça. On va donc commencer. Je ne vais pas vous faire par ordre, tout simplement parce que comme il n'y en a pas énormément que j'ai validé, je vais juste faire en fonction de ce que j'ai validé. Et donc, de quoi je vous parle pour justement cette saga qui m'a happée et que je n'aurais pas pensé, vraiment j'aurais pas pensé. Et même à y réfléchir, je me dis mais... Il y a quand même vachement de choses qui me plaisent pas plus que ça, qui m'intéressent pas plus que ça. Et pourtant, tout dans ce livre fait que, déjà c'est addictif. La plume est assez fluide. Et je partais avec un a priori, je pensais vraiment pas aimer autant. Et de quoi je vous parle? Je vous parle tout simplement de Les liens du destin. Donc tome 1, Broken Bound. Tome 2, Savage Bounds, et donc ça je les avais dans ma palle, donc ils sont tous les 2 partis de ma palle, et j'ai terminé donc comme je vous disais en 2 jours sur un week-end ces livres là, et là je me suis dit mais comment je vais faire, genre c'est pas possible, il faut que je finisse, il faut que je continue, je peux pas m'arrêter là. Et j'ai eu de la chance puisque le tome 3 venait de sortir, donc j'ai pu acheter et lire aussitôt acheté, aussitôt lu Bloodbound, donc de Djibri chez Corrigan Édition. Et voilà, donc ça c'est les 3 dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous faire le résumé évidemment du tome 1. Pour ce qui est de la suite, je vous préviendrai, mais je vais vous parler plus en avant du tome 2 et du tome 3 dans cette vidéo, parce que je ne vois pas où je pourrais le faire autrement.
Et donc au niveau des spoils, peut-être qu'il y en aura, donc de toute façon je vous préviens toujours, vous avancerez la vidéo à l'endroit où je vous le dirai pour éviter tout spoil et tout problème évidemment. Donc en fait ces 3 livres m'ont validé 3 sous-catégories différentes. Celui-ci, Broken Bones, il m'a tout simplement validé la quête sous la catégorie l'elfe Stephawen, puisque dans quête on a commencé ou continué une saga, et celui-ci me faisait commencer une saga. Les autres aussi me faisaient continuer la saga, mais je l'ai vraiment mis celui-ci pour commencer une saga. Le tome 2, je l'ai mis du coup Savage Bound dans Anthropomorphisme Biclit, qui était pour les métamorphes animaux dans la catégorie des silènes, de la silène. Et tout simplement parce qu'on a des créatures, on a des personnes qui ont comme don de se métamorphoser. Voilà, donc je l'ai mis dans celui-ci. Et le dernier, Bloodbound, je ne sais même pas comment on dit, et bien je l'ai mis dans la catégorie la sorcière Griselda. Et là c'est un peu... voilà, c'est vraiment... j'ai fait à ma sauce puisque je l'ai mis dans foire itinérante pour tout simplement le côté clan, puisqu'on a vraiment avec les cercles ce truc de clan, de communauté, et aussi avec créatures hors normes parce qu'on a quand même des personnages qui ont des pouvoirs hors normes. Donc je me suis dit ça passe. Donc voilà, c'est là où j'ai mis ces 3 livres dans ce challenge tout simplement. Et donc comme je vous disais, je ne pensais vraiment pas apprécier autant. Déjà j'avais plus le résumé en tête, mais j'avais vraiment l'idée, ce qui en ressortait beaucoup c'est vulgaire. Vraiment on a un livre quand même qui est extrêmement vulgaire, qui voilà, c'était l'idée dans laquelle j'entrais et je me disais oula ça va me plaire, je suis pas trop, voilà, tout ce qui est vulgarité etc. Je suis comme tout le monde, hein, je dis des jurons, etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, quand c'est trop, tout simplement. Et donc je partais avec cet a priori que ça me plairait pas. On va partir donc de ce constat-là, je commence à le lire et je ne le lâche plus. Vraiment, je ne le lâche plus. J'ai continué ma lecture, j'ai terminé ma lecture, j'ai enchaîné le tome 2, ce qui n'était absolument pas prévu. Et donc bah, j'ai continué le tome 2, de là j'ai acheté le tome 3, vous connaissez la musique, et là je suis en train de lire du coup en anglais. Et j'aurais pu m'arrêter au tome 3 en vrai parce que lire en anglais, un peu flemme tout ça. Mais je continue là tout simplement parce que je sais que cette dynamique, quand je me rappelle par exemple Le sang et la cendre, que j'ai adoré, j'ai surkiffé, et justement c'est l'une de mes dernières boulimies de lecture comme je les appelle, où vraiment je ne pouvais plus lâcher le livre. Dès que je pouvais je le lisais et j'étais à fond dans l'univers avec les personnages etc. De sorte que en fait quand je suis en boulimie de lecture, même s'il y a des choses que j'aime pas, et dans le livre et que j'en suis consciente, j'arrive à faire abstraction de ça pour apprécier le côté que j'aime plus tout simplement. Et c'est ce qui s'est passé ici. Et en fait si j'ai continué c'est tout simplement avec le tome 4 parce que j'ai pas envie de faire la même chose, la même erreur qu'avec Le sang et la cendre, et de tomber dans ce truc de bon bah j'ai laissé tomber pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et là vous voyez il y a 2 livres du sang et la cendre que j'aurais dû lire déjà, qui sont sortis. J'ai envie de les lire hein, vraiment parce que je me rappelle de ce que j'ai lu, je me rappelle de à quel point j'étais passionnée par l'univers, la politique dans cet univers, etc. Pourtant, j'y suis pas retournée et ça m'a cassé quelque chose et je sais que quand je lirai la suite, eh bien il y aura ce truc en moins parce que c'est plus la découverte de l'univers, je suis plus à chaud dedans, vous voyez. Et là j'étais encore à chaud dedans, donc je me suis dit, c'est pas un univers fantasy où il y a le truc des chevaliers, des pro-chevaliers, il y a le truc des... Il n'y a pas de mots en soi que je ne connais pas ou qui sont hyper compliqués ou qui sont très précis. Ça reste de l'adulte, c'est pas du young adulte donc c'est pas du tout accessible et je vous conseille pas de le lire en dessous de 18 ans, clairement. Mais ça reste quand même suffisamment simple entre guillemets. Les phrases sont simples, c'est du moderne en fait tout simplement et c'est pas un thème particulier qui fait que je vais avoir du mal. Donc c'est pour ça que tout simplement que j'ai continué à le lire. Et de ce fait, j'aurais pas eu cette idée-là, bah peut-être j'aurais eu ce truc avec Le sang et la cendre de bon bah je laissais tomber et quand le tome 4 serait sorti, je serais pas allée dessus aussi vite, tout simplement. Et ça vient vraiment du fait que je lis les sagas les l'une à la suite des autres, je n'arrive pas. Il y a plus ce truc en fait, une fois que c'est brisé et j'ai peur que du coup Le sang et la cendre, j'arrive plus à me remettre dedans comme j'ai adoré autant la première fois. Donc du coup là j'ai pas voulu faire ça. Donc voilà, ça c'est la première chose. Beaucoup de blabla juste pour ça. Mais du coup l'histoire, c'est quoi l'histoire? Là on est tout simplement
déjà au niveau des thèmes, on est sur un harem inversé. Donc là, on sait déjà que ça ne plaît pas à tout le monde. Un harem inversé, c'est tout simplement une femme au milieu d'hommes, que ce soit... au début, on n'a pas le côté sexuel, mais on a vraiment l'ascendant, en tout cas, des hommes sur cette fille, mais il y a aussi le côté, elle a l'ascendant sur eux, et forcément, sexuellement parlant aussi, vers la suite. Ce qui se passe ici, c'est que nous avons un personnage protagoniste féminin, Oleander, qui... depuis ses 14 ans, depuis le décès de ses parents, eh bien elle n'est plus dans sa communauté de base, et sa communauté de base que ses parents ont tout fait pour éviter qu'elle entre justement dedans. En tout cas, ils l'ont un peu éloignée de ça dès le début, en tout cas avant qu'elle soit obligée de savoir. Et en fait, tout simplement, leur communauté, ça fonctionne par cercle. Et en fait, quand vous avez une personne qui est lien du centre, comme ils appellent ça, donc ils sont des liens, et bien le lien du centre, en gros, fait le cercle, si j'ai bien compris. Et là, c'est très important ce que je suis en train de dire, parce que le si j'ai bien compris, ça fait partie de ces petits points qui me chiffonnent un peu avec cette saga. Et donc, vous avez ce cercle, et ces cercles, vous pouvez être 3, 4, 5, je crois qu'eux, ils sont 6 de mémoire. Et du coup, Oleander est lien du centre, et elle a donc les garçons qui sont autour. Et pour fermer ce cercle, pour former ce cercle, pour compléter, comme ils disent, ce cercle, il faut tout simplement une relation sexuelle entre les partenaires, seuls ou à plusieurs, peu importe, il faut juste une relation en tout cas avec les personnes. Et pour compléter ce cercle, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on veut compléter ce cercle? C'est tout simplement que les personnes qui complètent le cercle voient leurs dons, parce qu'ils ont tous des dons, du coup, à grandir, en tout cas, j'ai le terme en anglais, grandir en puissance, tout simplement. Donc du coup, vous avez vraiment ce truc de, si quelqu'un veut voir son don grandir et devenir plus puissant, il a du coup à compléter son cercle, tout simplement. Et comment on sait qui est dans son cercle? Alors souvent, du coup, les gens ont une attractivité physique, hein, ils ont une alchimie entre eux avant même de le savoir, mais il suffit de faire des tests sanguins. Et là, du coup, les autorités vous disent « Ah bah toi, tu es avec telle ou telle personne ». Et ça peut être des personnes qui vivent dans le même coin que vous, ou des personnes qui vivent du coup à l'autre bout du pays. Voilà, voire dans d'autres pays même. Donc en fonction de ça, voilà, ça met déjà un peu le contexte dans lequel nous sommes. Mais on arrive au Oleander, il s'avère que depuis qu'elle a 14 ans, aujourd'hui elle en a 19 ans, elle a quitté le cercle. Elle a abandonné son cercle, et c'est une chose qui est une trahison vraiment pas possible. Personne ne comprend, parce que comme je vous le disais, quand on est dans un cercle avec les personnes, c'est une alchimie, c'est pas contrôlable en fait. Vous êtes dans un truc qui fait que vous ne pouvez pas détester ces personnes, vous ne pouvez pas ne pas les aimer, vous ne pouvez pas ne pas ressentir justement d'attirance physique envers ces personnes, c'est plus fort que vous en fait. Vous êtes sur un coup de foudre, mais là du coup pas avec une personne, vous êtes vraiment sur un coup de foudre polyamoureux tout simplement. Et donc Oleander, elle a su qui étaient ces gens de ce cercle, les gars de ce cercle le savent aussi, et elle a disparu, elle les a tout simplement abandonnés. On la retrouve, donc elle se fait retrouver, elle a 19 ans, ça fait 5 ans. Personne ne sait pourquoi, et elle ne dit pas pourquoi. Elle a tout simplement quitté son cercle, elle n'a pas voulu entrer dans son cercle. Et du coup c'est là tout le truc, on va la retrouver dans ce tome 1, avec donc rencontrer les gars de son cercle, et les détester, et eux aussi la détestent, parce que c'est vraiment un truc horrible ce qu'elle a fait, vraiment, de les quitter comme ça, de les abandonner, c'est vraiment le truc qu'il faut pas faire, et qui ne se fait vraiment pas, et ça n'a aucun sens dans la tête de personne, et du coup elle est trahison plus, vraiment là c'est une traître pas possible. Et elle arrive, et du coup elle doit retourner à l'université, et le plus âgé du groupe, du coup North, lui se retrouve à complètement en fait lui couper tout en fait pour qu'elle ne puisse pas s'échapper en fait tout simplement. Donc il l'enferme dans une chambre et lui donne un périmètre très restreint avec une puce dans le cou, de fait que si elle quitte ce périmètre, et bien en fait ils savent tout simplement où elle est et ils peuvent la retrouver aussitôt. Donc vous comprenez bien que elle, son but, on ne comprend pas trop pourquoi, mais elle, son but c'est tout simplement de partir, de s'éloigner de ses liens, et ces liens qui ne l'aiment pas du tout, bah, du coup ils sont obligés de se supporter les uns les autres, hein, puisque leur but c'est quand même de compléter le cercle.
Mais il ne la force pas. Et ça c'est bien parce qu'il y en a qui la forceraient clairement. Mais là, ils ne la forcent pas, ils sont clairement pas des abrutis, tout simplement, à ce niveau-là. À part un qui a fait un peu l'abruti quand même dans le tome 1. Mais voilà, c'est très très long, je sais même plus ce que je voulais dire. Donc on arrive vraiment dans ce schéma. Et chose très importante, c'est que Oleander, dans ce tome 1, on la découvre, en fait, elle n'a pas de don. Elle fait partie, du coup, c'est une personne, comme on dit d'elle, qu'elle est déficiente. Elle se retrouve avec des liens qui sont hyper puissants et qui, si du coup, lorsqu'ils auront complété le cercle, seront encore plus puissants. Il y en a notamment 2 qui font peur à tout le monde. Ils ont vraiment des dons très puissants. Et elle se retrouve là et elle n'a pas de don. Donc en plus, grosse déception pour tout le monde la déteste. Ses liens la détestent et en plus, voilà, elle a rien pour elle, la pauvre. Vraiment, elle n'a rien pour elle. Et donc je vous laisse découvrir tout ça, découvrir comment elle va avancer dans cet univers. Et donc vous comprenez bien que les questions là c'est ok, pourquoi elle n'a pas de don, pourquoi elle est avec des personnes aussi puissantes dans le cercle, pourquoi elle est partie pendant 5 ans, parce qu'on se rend bien compte là de son point de vue qu'il y a eu des choses hein, et que elle se bat contre quelque chose en elle et qu'il y a quelque chose qui veut sortir mais qu'elle refuse de faire sortir. Et voilà, il y a plein de questionnements, il y a aussi beaucoup de questionnements sur justement ce système, cette communauté avec ces cercles, ces liens qui doivent s'unir, qui doivent se compléter pour compléter justement le cercle. Et là, ça fait partie des points négatifs de base, c'est que vraiment, moi, il m'a fallu plusieurs tomes vraiment pour comprendre, et encore aujourd'hui, là, je suis en train de lire le tome 4, je suis pas sûre d'avoir tout compris. Est-ce qu'on est dans un univers où tous sont dans cette communauté, tous sont dans ce truc de cercle, et du coup, il y en a qui ont des dons, il y en a qui n'ont pas de dons. Comme ils disent, il y a des élus. Est-ce que... Je sais pas trop, en fait, je n'ai pas compris. Est-ce qu'on est vraiment dans un truc où... Dans un monde où il y a des humains d'un côté et du coup des personnes comme ça en plus qui ont des dons et qui vivent au milieu des humains, parce qu'on parle d'humains à plusieurs reprises, donc est-ce que c'est ça? Est-ce qu'au contraire on est dans un univers où ils sont tous comme ça mais il y en a qui n'ont pas de dons et donc ils sont un peu plus humains? Ça, à ce niveau-là, j'ai pas trop compris, j'avoue. Donc ça c'est un peu ce que je déplore, c'est que c'est difficile de comprendre. C'est aussi difficile à mon sens de comprendre ce truc avec les cercles, les liens, le lien du centre. Les liens du centre, du coup, ils sont au milieu de tout le monde. Ça veut dire que eux, ils doivent vraiment le faire avec tout le monde pour compléter le cercle. Et du coup, les autres liens, ça veut dire que par exemple, les gars qui sont eux dans le même cercle qu'elles n'ont pas à le faire ensemble. Je crois que c'est ça que j'ai compris, mais encore une fois, là, c'est hyper flou. Et peut-être je suis juste débile, hein, mais j'avoue que ça, j'ai eu du mal à comprendre tout ce système-là. La deuxième chose qui m'a déplu, et c'est pour ça que je vous dis c'est un coup de cœur, mais en même temps il y a tellement de choses négatives à côté que je comprends pas comment... Je comprends pas le truc. Deuxième chose qui m'a déplu, dans ce tome 1 notamment, comment c'est possible de laisser une maison d'édition faire autant d'erreurs. Normalement il y a des relectures. Entre les mots manquants, les mots, il y a des phrases parfois qui ne veulent pas dire grand chose. On a eu aussi le problème, je crois pas dans le tome 1, peut-être dans le tome 1, mais dans plusieurs des tomes de toute façon, où on inverse en fait les prénoms des personnages. À un moment donné, je me souviens, c'était, on inversait North avec Nox. D'un coup, on était avec North dans la pièce, et d'un coup, on nous parle de Nox, qui n'est absolument pas présent. Donc voilà, c'est... Plusieurs choses comme ça me sort de ma lecture, ce genre de choses, et quand c'est une fois, 2 fois, 3 fois dans un livre, ça va. Quand c'est extrêmement régulier, c'est compliqué. Et j'ai quasiment eu le problème tout ce mois-ci avec toutes mes lectures, c'est compliqué. Un autre point négatif, c'est tout simplement le fait que la protagoniste, Oleander, vraiment, elle a un problème avec son physique et avec le physique des autres femmes. Alors, je comprends, c'est extrêmement moderne et... En soi, ça m'étonne pas trop, mais le truc c'est que j'aimerais bien dans les livres qu'on ne nous ramène pas toujours au physique. Et de ce que je comprends, cette protagoniste, Ollie, elle n'est pas grosse, elle n'est pas en surpoids, elle n'a aucun problème de physique à ce niveau-là. Elle dit juste qu'elle a un petit bidou, mais un petit bidou ça peut aussi juste vouloir dire elle a beaucoup mangé et elle est gonflée, au pire. Et moi, c'est un peu cette description, cette impression que j'ai eue dans ma tête quand on la voit, etc. Et pourtant, à chaque fois qu'elle voyait d'autres femmes qui étaient hyper belles, hyper bien foutues, il n'y avait pas un pet de graisse ou quoi que ce soit, c'était tout de suite des déesses pour elle. Et voilà, il y a vraiment un truc avec Ollie du coup, alias Oleander,
qui est axée sur le physique, vraiment très axée sur le physique, et elle s'inquiète énormément de son apparence, c'est limite s'il faut pas se maquiller pour être devant les gars, enfin ce genre de choses. Il n'y a pas eu ce truc là, pas dans ce livre là, mais voilà, je trouve quand même dérangeant de voir à quel point dans cette lecture on privilégie vraiment l'apparence parfaite, mais vraiment parfaite, pas un pet de graisse, etc. Alors qu'en soi, elle a l'air tout à fait bien comme elle est. Donc voilà, je vois aussi je crois que c'était dans un autre des tomes, où justement elle a fait du sport, et donc du coup elle a un peu maigri, et même sans maigrir, elle s'est juste tonifiée, logique. Et de fait, elle le dit. Elle le dit, ah bah oui, maintenant je suis comme ci, comme ça, et c'est peut-être qu'une phrase par-ci par-là, mais je trouve ça quand même pas nécessaire, tout simplement. Et autre chose du coup qui m'a chafouiné quand même, c'est ce côté, on fait des tests pour savoir qui et avec qui doit compléter quel cercle, etc. Qui est le lien du centre, etc. Et moi je pensais qu'on avait compris aussi que quand on fait des tests, on sait aussi les dons des gens, mais en fait pas du tout, de ce que j'ai compris. Et là encore pour moi c'était très flou à ce niveau-là, donc c'est un peu compliqué. Ensuite, le point qui me perturbait au début, disons que ça me faisait une appréhension de cette lecture. Je partais avec des a priori, tout simplement le côté injure, juron, avec ce langage familier et cru. Dans le tome 1, on est vraiment bien axé là-dessus. Très clairement, dans ce tome 1, vous avez du langage familier et cru, mais en fait, dans le sens où ça va hyper bien avec le personnage, Oleander est vraiment comme ça. C'est sa façon à elle de parler. On apprécie ou on n'apprécie pas, j'avoue, mais parfois c'était quand même beaucoup. C'était lourd, on va pas se mentir. Mais par contre, ça va bien avec le personnage, ça va bien avec cette fille qui est un peu dans ce côté rebelle parce qu'elle fait tout pour éloigner les types d'elle. Elle fait tout pour justement ne pas compléter le cercle avec elle. Et en fait, c'est sa façon à elle de se protéger. Et donc en soi, ça m'a pas tant gêné que ça. Et d'ailleurs, ça se calme un peu dans les autres tomes quand même. Elle est moins énervée contre eux, elle est moins... Voilà, il y a quand même clairement moins ce langage familier, même si elle est toujours familière hein, dans sa façon de parler, ça c'est sûr. Par contre, on est un peu plus cru, c'est sur les scènes explicites hein, dans les autres tomes. Là, c'est clairement dans du cru, donc encore une fois, pour les adultes hein, et les personnes averties. D'ailleurs, en parlant de ça, effectivement, c'est pour les adultes, pour les scènes explicites, mais pas seulement sexuelles. Hein. Il y a quand même de la violence physique. Je parle de là, on va avoir des corps forcément ensanglantés, tout ce genre de choses. Donc voilà, si vous êtes fragile à ce niveau-là, si vous êtes sensible à cette vision-là des choses dans les livres, n'y allez pas, vraiment pas. Donc là, ça fait partie surtout du tome 1 que je vous ai parlé, et maintenant je vais vous parler un peu plus du tome... Enfin, d'abord je vais commencer par vous dire pourquoi ça m'a autant plu. Je pense qu'il y a vraiment ce côté addictif. L'écriture en soi est très simple. On est sur un personnage qui parle à la première personne du singulier, donc on a une voix, voilà, pour moi ça simplifie énormément les choses, c'est un peu comme avec la romance, hein. Je trouve que c'est tout de suite beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide à lire, et je pense que ça entraîne énormément ce côté addictif dans une lecture, à mon avis. Donc en fait le côté addictif et le côté j'ai toujours envie de savoir la suite, c'est vraiment ce qui m'a le plus plu dans cette lecture, c'est que je voulais connaître le pourquoi du comment, je voulais comprendre qu'est-ce qui se passe avec Oli, pourquoi est-ce qu'elle est partie, qu'est-ce qui s'est passé pendant son absence, parce qu'on a bien compris qu'il s'est passé quelque chose, mais on veut savoir quoi. Il y a aussi d'autres questionnements, avec notamment un des liens qui est particulièrement véhément avec elle, et bah ça en fait c'est pareil, ça titille ma curiosité, qu'est-ce qui se passe, pourquoi lui, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui s'est passé, on comprend qu'il y a quelque chose mais on ne dit pas encore quoi. Et il y a aussi évidemment le fait de vouloir connaître les liens parce qu'on ne les connaît pas, on est dans le tome 1 vraiment seulement du point de vue d'Oleander. Donc on ne sait que ce qu'elle veut bien nous dire, en plus on ne sait que ce qu'elle voit et c'est tout. Donc on est vraiment sur un personnage en plus qui est assez fort, qui lutte de toutes ses forces pour lutter contre cette attraction qui est plus fort qu'elle, comme je vous l'ai expliqué avec cette idée des cercles. Et l'autre truc aussi qui m'a hyper intéressée, c'est évidemment de connaître tout le côté politique parce qu'on se comprend bien que c'est plus fort que ça, que c'est plus grand que ça. Et il y a ce truc avec le tiers inférieur, le tiers supérieur, les élus qui sont plus puissants mais qui du coup sont assez lâches, et puis les moins forts qui eux sont
moins lâche, etc. Et le côté tout très politique, ça m'a beaucoup plu aussi, de comprendre le fonctionnement des cercles, etc. C'était quelque chose qui faisait que je voulais absolument la suite. De fait, j'ai entamé avec le tome 2 qui est donc Savage Bounds. Et là, je préfère vous le dire, avancer jusqu'à ce que je vous le dise pour éviter tout spoiler, sait-on jamais. Si vous n'avez pas lu le livre, c'est peut-être mieux. Donc, on commence avec potentiellement les spoils. Là, ce qui m'a chafouiné, mais pas à ce point-là non plus, eh bien c'est tout simplement le côté, on a une Oleander dans le tome 1 qui est forte, qui assume de ne pas vouloir compléter le cercle, qui ne dit pas pourquoi. Mais ici, dans ce tome 2, on découvre une Oleander qui est devenue une petite poupée, elle est à fleur de peau tout le temps, et elle pleure, et elle est fragile, et elle a besoin de ses liens autour d'elle. J'ai bien compris du coup que c'est en lien, encore une fois, avec ce cercle, ce besoin de faire le cercle tout simplement. Mais ça m'a... Il y a quand même... on est passé de A à Z en 2 secondes entre les 2 tomes. Et ça, j'avoue, même si on comprend le pourquoi, ça m'a un peu titillé, j'avoue. Mais on restait quand même sur une très bonne lecture. Attention, par contre, dans celui-là, on est sur une tension sexuelle plus. Hein, vraiment, je parle vraiment de tension sexuelle, c'est-à-dire que là, on ressent à 1000% le côté, si t'es dans un cercle et qu'en plus t'es à côté de ton lien, t'as clairement envie d'en finir et de passer à la vitesse supérieure comme c'est censé se passer à la base, mais que du coup, elle ne veut pas. Donc voilà, il y a vraiment une tension sexuelle dans ce livre tout au long, donc attention si c'est pas pour vous ce genre de choses. Et pour ce qui est du tome 3, maintenant je passe très vite, j'essaye de ne pas vous spoiler le plus possible. Et bien là, ce que j'ai le plus aimé, c'est tout simplement de découvrir et bien ce qui se passe, déjà même si on le voit un petit peu dans le tome 2, ce qui se passe une fois que le cercle a été complété avec l'un des liens, entre 2 liens du coup. Et surtout, j'ai bien aimé le côté beaucoup plus... c'était un peu le cas aussi dans le tome 2, mais beaucoup plus... Comment on dit, battant. Ouais, battant en fait d'Oleander. Là, on a vraiment retrouvé une Oleander qui se bat et qu'on n'a rien à faire de ce qu'on pense d'elle. Le côté hyper battant là d'Oleander ressort. Là, on a aussi des réponses à nos questions de qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 années et pourquoi elle ne voulait pas compléter le cercle. On a donc des questionnements, encore d'autres questions, mais on a aussi des réponses à nos questions. Et ça c'est bien. Et j'ai oublié de le dire, mais j'ai trouvé aussi que le tome 2 avait la malédiction du tome 2. Il se passait pas grand chose et surtout on n'apprenait pas grand chose. À part cette tension sexuelle, en fait, on était vraiment sur... On apprend un peu à connaître les liens d'Oleander, mais ça allait vraiment pas plus loin que ça. J'ai vraiment trouvé que c'était le tome 2, la malédiction du tome 2. Avec ce tome 3, vraiment, on entrait dans le vif du sujet. On était vraiment sur... ça y est, Oleander, enfin, elle se bat, elle accepte un peu plus qui elle est et on découvre aussi un peu plus évidemment la relation avec les liens et les alliés de fait. Je ne vais pas vous dire ce que c'est que les alliés mais voilà. Donc il y a vraiment dans ce tome 3 ce côté qui a ressurgi et qui m'a plu et que j'avais adoré dans le tome 1 et que malheureusement on n'avait plus dans le tome 2 parce qu'elle était toujours en train de pleurer et de dire oh là là mais je veux absolument mes liens avec moi. Là au contraire elle est en mode je me bats pour mes liens. Exactement ce que j'apprécie et ça c'était beaucoup plus appréciable. J'avoue que dans cette saga je me serais bien passé des scènes explicites de sexe mais je crois que maintenant on ne peut plus avoir de... Ça n'existe pas en fait dans ce genre là romantasy sans scène comme ça je crois, j'ai l'impression en tout cas. C'est bon tant pis on se contente de ce qu'on a mais j'avoue que moi ça avec ou sans ça va rien changer, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc c'est pour ça que le tome 2 est sûrement mon moins préféré parce qu'on tourne surtout autour de, voilà, de cette tension sexuelle sans arrêt. Et là au contraire on retourne se battre et ça c'est bien. Et d'ailleurs dans le tome 4 que je suis en train de lire c'est pareil, on est en train de se battre et de chercher à comprendre des petits éléments et tout. Et par contre il y a un truc pour lequel l'autrice est super forte dans ces trois livres. C'est tout simplement de nous laisser sur une fin où on a envie de connaître la suite. Mais vraiment on a envie de connaître la suite, on arrive à la fin et on est en mode... Je peux pas ne pas lire la suite. Et je pense que ça a joué aussi à mon avis. J'ai énormément parlé sur ces 3 livres, tout simplement parce que je viens de me les enfiler à la suite. Je les ai enchaînés. Et le fait que ça fasse pas un mois que je les ai lus, et bien tout simplement c'est beaucoup plus facile pour moi de me souvenir de ce que j'ai pensé, de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai moins aimé.
Et au niveau du coup de cœur, comme je vous disais, le fait que ce soit des coups de cœur, mais qu'en même temps, bah vous voyez, il y a quand même plein de choses qui me titillent et qui me dérangent. Eh bien, ça vient tout simplement, pour moi, un coup de cœur, c'est plus qu'une note, c'est plus qu'une appréciation, c'est un ressenti. Et ça, j'ai pas l'impression que ce soit le cas chez beaucoup de gens, mais pour moi, un coup de cœur, c'est vraiment un ressenti, c'est-à-dire que là, j'ai vraiment ressenti cette attraction en fait envers le livre, ce besoin de connaître la suite. J'ai apprécié l'univers, j'ai quand même apprécié les personnages, il y a quand même beaucoup de positifs, même si j'arrive toujours plus à mettre le nez sur, enfin le doigt sur ce que j'aime le moins, évidemment, je pense que ça c'est très humain. Mais du coup voilà, malgré tout ça, ça reste quand même des coups de cœur. Je retiendrai, je pense, plus le positif et cette idée de waouh, j'ai adoré découvrir cet univers plutôt que le négatif. Mais attention, si ça vous agace d'avoir des erreurs, des fautes, le tome 1 de cette saga est vraiment bourré de fautes entre les mots manquants, les phrases qui ne veulent rien dire, les fautes de correction, enfin vraiment, et puis surtout les problèmes avec les prénoms, enfin ça c'est compliqué. Donc bref, j'arrête avec cette saga, vous aurez donc compris ce que j'en pense, c'est donc pour moi un énorme coup de cœur quand même. Et donc j'ai au début du mois enchaîné avec 3 livres de la même maison d'édition, ce mois-ci, ce mois de mai, et vraiment sous le signe de la maison d'édition Korrigan et de la maison d'édition du Chat Noir. J'ai commencé à lire Les Chaînes du Silence de Céline Chevet, donc aux éditions du Chat Noir, et ça du coup je l'ai mis dans Poudre Magique puisque c'est un livre court, il fait moins de 300 pages, enfin dans ces eaux-là, donc je l'ai mis dans livre court tout simplement. Et là on va avoir l'histoire tout simplement d'un vampire qui... Donc on est dans un monde où on vit avec les vampires, mais les humains restent quand même loin des vampires, il y a quand même ce truc de... Bon, les deux s'aiment pas trop quand même. Et il va s'avérer qu'on va suivre un humain qui lui vit un peu à l'orée du village, un peu plus loin, et il vit sa vie tranquille, il travaille dans une imprimerie, tout va bien. Jusqu'au jour où il va sauver une vampire et son enfant. Et de là, il va se créer une vraie affection entre l'enfant vampire et l'humain. Et d'autant plus que normalement les vampires ne parlent jamais. Ils ne parlent pas, et surtout pas aux humains. Ils ne se rabaissent pas à ça. Ils ont un autre type de langage, mais en tout cas c'est pas parler avec les humains. Et cette vampire parle avec cet humain. Et l'enfant vampire, lui, eh ben, il grandit avec cet humain, il s'attache à cet humain, etc. Et on va découvrir cet attachement et leur vie en fait ensemble, puisque bah, pour se sauver, une fois une petite chose qui se passe, pour lui se sauver la mise, l'humain, et bien du coup il va tout simplement partir avec le vampire, enfin voilà, il n'a pas envie d'y être mais en même temps voilà. Donc il se retrouve tout simplement avec ces vampires et à grandir avec ce vampire, et il va voir, en fait il va découvrir l'envers du décor puisque les humains n'ont jamais côtoyé les vampires, donc en soi il est l'un des premiers humains de lui-même en tout cas à apprendre à connaître du coup les vampires et à créer simplement cette affection avec un vampire. Et j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré le message porté derrière, et je vous invite fortement à le lire parce qu'on est vraiment on prône l'amour tout simplement, et on prône l'amour de la différence aussi. On apprend à connaître la différence, à connaître bah voilà, les façons différentes de voir les choses. Il y a un passage où j'étais clairement pas prête à voir ce genre de choses. On est plutôt sur un passage cannibalisme à un certain moment. On ne voit rien, je vous rassure. Mais voilà, j'étais pas prête à finir dans une histoire de Sweeney Todd, quoi. Je pensais pas à ça. Mais voilà, donc à part ça, ça va. C'était une super bonne lecture. Et franchement, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Je l'ai pas noté, mais il y a un des livres, je crois, du Chat Noir où justement il y avait des erreurs, beaucoup d'erreurs. Il y a moyen que ce soit celui que je vais vous présenter là, je ne sais plus. Mais il y en a un où je me suis fait la remarque à plusieurs reprises en mode ça commence à faire beaucoup de problèmes, de fautes de correction. Donc je sais plus lequel, je l'ai pas noté, c'est dommage. Mais voilà, il y en a un en tout cas qui avait pas mal de fautes. Le prochain que je vais vous présenter, c'est tout simplement Mortal Song de Megan Crew, toujours chez les éditions du Chat Noir évidemment. Et donc là je l'ai mis toujours dans Poudre Magique de la catégorie La Fêlée. Et là c'est pour le livre qui te fait le plus envie. Et tout simplement, eh bien ce livre, c'est l'histoire de Sora qui vit donc dans un monde avec, comment ils appellent ça?
les esprits du mont Fuji, voilà. Elle vit là-dedans, elle est l'héritière, elle a son père, sa mère, et elle va avoir son anniversaire, et le jour de son anniversaire, elle va voir ses parents, et ses parents n'ont jamais voulu lui apprendre justement ce que les esprits du mont Fuji sont capables tous de faire, et qu'ils ont tous appris, mais elle, ils n'ont jamais voulu. Le jour de son anniversaire, donc, elle va les voir et elle veut absolument leur demander ça, parce qu'elle a un peu de pouvoir, mais voilà. Et à partir de là, ils se font tous attaquer, le royaume des esprits du mont Fuji se fait attaquer, et de là, elle va devoir fuir pour pouvoir se sauver, et elle va devoir retrouver quelqu'un, donc elle part avec son garde le plus proche, dont elle est très très proche, et ils vont découvrir en fait qu'il y a une prophétie, et cette prophétie c'est tout simplement qu'elle n'est pas la véritable héritière, elle est tout simplement une humaine, un leurre, pour protéger la véritable héritière, et son rôle maintenant est de retrouver la vraie héritière et de la ramener et de lui apprendre surtout tout ce qu'il y a à savoir sur les esprits du mont Fuji pour pouvoir se battre et tout simplement défendre la montagne des esprits du mont Fuji, donc le royaume. J'ai adoré cette histoire, ça a été aussi une histoire très addictive, j'ai beaucoup aimé. On sent qu'on est sur du young adulte tout simplement parce que c'est pas hyper prononcé, c'est pas hyper profond, les personnages sont pas... Voilà, ça n'est pas hyper profond dans tout ça, mais ça va bien avec le style, donc avec la catégorie du young adulte. Par contre, il y a quand même quelques petites choses, même si j'ai adoré ma lecture, qui m'ont titillé un peu. On est quand même sur un personnage au début qui est clairement amoureuse de son garde que je ne sais même plus comment il s'appelle. Ils le disent plus. Mais en gros, elle est amoureuse de son garde, et elle rencontre direct un autre humain et ça passe direct et ça y est, maintenant elle est amoureuse de lui et on passe comme ça du garde à l'humain. Il n'y a aucune transition, c'est voilà. Ça c'est le premier truc où j'étais un peu... Bon, elle est jeune oui, mais quand même au point de... J'ai pas compris là. L'autre elle a quand même construit une relation depuis très très longtemps, depuis qu'elle est toute petite. Et lui elle le rencontre et direct hop ça y est, elle est amoureuse de lui. C'est bizarre, c'est très très bizarre. Il y a ça et l'autre chose qui m'avait un peu chiffonné, c'est tout simplement la fin où du coup on sait, donc forcément c'est pas un secret, ça n'a rien à voir avec le croquant de l'histoire si je peux dire comme ça. C'est tout simplement que forcément elle est l'humaine et l'autre fille qui est parmi les humains est du coup une esprit du mont Fuji. Et donc en fait à la fin, genre à aucun moment il y a ce truc de moi je vais rester chez moi de mon côté parce que ouais c'est peut-être pas mes vrais parents mais c'est quand même mes parents qui m'ont élevée, qui m'ont vu grandir. Alors certes j'ai peut-être pas de pouvoir mais bon je peux quand même rester avec vous. Non, ça à aucun moment il y a eu ce truc là. C'était vraiment le truc de du coup je vais aller avec ces humains que je connais pas et puis tranquille, et puis l'autre qui est parmi les humains qui se dit pareil pour l'inverse. Et ça choque personne, genre ça gêne personne. La fille elle a jamais été à l'école de toute sa vie et d'un coup elle se dit tiens je vais aller au lycée, je vais voir ce que ça donne. Personne n'a envie de faire ça, vraiment personne. Donc ça m'a chafouiné, j'étais bizarre quand même. Je me mets un peu à la place de cette personne, des deux filles, et je me dis mais je sais pas, t'as envie d'apprendre à connaître forcément tes parents biologiques qui eux étaient au courant évidemment de l'inversement, ils étaient au courant d'élever pas la bonne fille, mais du coup ils t'ont aimé en tant qu'enfant quand même, je sais pas, et toi tu les as aimés en tant que parent et ça reste tes parents même si du coup c'est pas tes parents biologiques. Et du coup ce truc là c'était bizarre, genre voilà. Mais à côté de ça j'ai adoré vraiment suivre les personnages, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré toutes les créatures qu'on découvre autour de ce livre. Et donc c'était quand même une très 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 belle lecture, mais ces deux points là ils m'ont quand même chafouiné, j'avoue. Et le dernier livre qui lui va compléter la catégorie l'elfe Stephawen avec Speed Dating, Amour, Romance, Love. Et donc là on est sur une lecture tout simplement des Amoureux de la Lune, des éditions du Chat Noir de Lizzie Felton. Je crois que celui-là il y avait quelques erreurs aussi mais je suis pas sûre. Enfin il y a vraiment eu quasiment tout ce mois-ci des livres où j'ai eu des erreurs, vraiment pas de chance pour moi. Et écoutez, une très très bonne surprise. Vraiment j'ai adoré aussi ma lecture, vraiment ce mois de mai ça a été que des bonnes lectures même si j'ai des choses à redire et ça c'est fou. Donc du coup ce livre c'est quoi? C'est tout simplement l'histoire de Lucie qui est parisienne et qui va déménager dans le sud, je ne sais plus où, comment ça s'appelle, mais dans un coin très huppé où tout le monde est riche et voilà. Elle a pas du tout envie de déménager, elle a pas envie de quitter ses copains, elle est au lycée, voilà, elle a pas envie en fait de juste partir parce que son père est en déplacement pendant 1 an en plus.
elle veut juste rester, mais comme elle a fait trop de bêtises à l'école, et bah ses parents lui disent bah non en fait on va pas te laisser seule pendant 1 an, tu viens avec nous, tant pis pour toi. Donc elle arrive, elle rencontre de nouveaux amis, elle fait la fête, etc. La fête dans des trucs huppés forcément, et il se trouve qu'un soir elle va sur la plage à un endroit qui est pas... où il y a personne, et elle va rencontrer un garçon, Ulysse. Et ce Ulysse, personne croit en son existence parce que ses parents disent à tout le monde qu'ils n'ont pas d'enfant. Et il y a ce petit mystère autour justement de ses parents qui ont un manoir, l'un des plus grands et des plus anciens manoirs de Beaurepaire, c'est ça. C'est à Beaurepaire qu'ils sont, dans la résidence de Beaurepaire. Et du coup, il y a vraiment un petit mystère autour de ses parents parce qu'ils ne sortent jamais le jour. Ils ont des fenêtres, la seule fois où ils accueillent tout le monde après leur emménagement, eh bien ils sont fiers de dire qu'ils ont des fenêtres anti-UV et du coup ils ne sortent jamais que la nuit en fait. Et donc forcément il y a des mystères autour de ces personnes et toutes les semaines les enfants, enfin les jeunes voient, je sais plus c'est quel type de voiture, un Cadillac je crois, quitter le manoir avec, on met dedans des sacs ressemblant énormément à des corps humains tout simplement, des formes de corps humains. Donc ils se disent vraiment qu'il se passe quelque chose de très très louche chez ces gens-là. Et Lucie elle découvre l'existence de cet enfant qui du coup personne n'est au courant qu'il existe. Il a le même âge qu'elle et elle va découvrir ce que c'est que de vivre la nuit et pour elle du coup c'est tout simplement un vampire. Et c'est le côté fantastique de cette histoire, c'est que jusqu'au bout elle va croire qu'il s'agit d'un vampire et que c'est pour ça que personne n'est au courant de son existence. Et j'ai adoré cette écriture, j'ai adoré cette façon de voir les choses et de voir à quel point auprès de Ulysse, Lucie change du tout au tout. Au début ça m'a beaucoup fait penser d'ailleurs à 16 lunes. Vous savez le côté vous arrivez dans un endroit où tout le monde se connaît et puis il y a une famille, une personne dans cette famille où il y a des trucs louches, il y a un mystère, on se fait mille et une idées autour de eux. Et c'était vraiment ça parce que personne les aimait, un peu comme dans 16 lunes où personne n'aime les Ravenwood, je crois que c'était ça leur nom. Donc voilà, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Mais du coup, Lucie change complètement du tout au tout auprès d'Ulysse puisqu'elle va découvrir une autre façon de voir les choses. Et moi, Lucie, au début, mais elle me saoulait, elle était chiante. Elle était la fille, la gosse de riche, mais par excellence. Vous savez, la gosse de riche que vous détestez, ou le gosse de riche d'ailleurs, là c'est une femme, mais voilà, que vous détestez, qui fait des caprices et qui a tout ce qu'elle veut. Elle peut faire des soirées, elle a des chaussures, elle a des vêtements hors de prix, elle a vraiment tout ce qu'elle veut. Elle déménage dans le sud, dans une maison mais paradisiaque avec une magnifique piscine, elle fait la gueule, enfin, elle était juste imbuvable. C'était clairement la fille de riche, insolente et surtout hyper capricieuse par excellence. Et auprès d'Ulysse, elle a tout simplement appris à voir le monde, appris à comprendre le monde et en fait ça a été super intéressant de voir ça, ce côté-là, de voir à quel point juste côtoyer une personne et découvrir le monde sous un autre tout simplement prisme, et bien ça a été hyper beau à voir je trouve, donc j'ai adoré ce livre-là pour ça. C'est donc tout pour cette lecture du mois de mai, pour le mois de la fantasy. J'ai quand même lu 6 livres, je ne m'attendais vraiment pas à lire autant pour le coup. Je pensais pas du coup lire déjà plus que les 3 livres de base que j'ai lus, donc des éditions du Chat Noir. Mais je m'attendais vraiment pas à autant aimer les liens du destin que, comme je vous disais, j'ai dévoré un livre par jour. Ouais, rien que ça. Je suis vraiment désolée, cette vidéo est super longue, ça c'est de la faute aux liens du destin encore une fois. Mais bon, on va pas s'en plaindre pour une fois que j'ai quand même de très 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 bonnes lectures. Voilà, je vais pas m'en plaindre tout simplement. Si jamais vous participez à ce challenge, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu pour ce mois-ci, ce que vous avez découvert comme lecture. Est-ce que ça a été des très bonnes lectures comme moi, même si vous avez des choses à redire, ou est-ce que au contraire ça a été de mauvaises lectures, ou voilà, des lectures dont vous vous seriez bien passé. Donc dites-moi tout ça. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.